et bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin au Salon Stratégie Client et d'avoir passé les barrières de sécurité. Je vais demander aux trois intervenants, aux trois vedettes de me rejoindre. Et dans l'ordre, j'appelle Barbara Delabrief de BMS, Bristol Myers Squibb à me rejoindre. On va se rapprocher pour se tenir chaud tous ensemble. J'appelle Marielle Villameau de Transdev, directeur commercial également, à me rejoindre. Oui, rapprochez-vous, vous serez mieux. Et puis j'appelle le Petit Ballon, et le Petit Ballon est représenté par son directeur général, Clément Thibault. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous allons passer une heure ensemble pour débattre sur la maturité des marques, puisqu'on entend évidemment les marques annoncer qu'elles sont les meilleures en expérience client, mais on va voir si elles sont vraiment très mûres et qu'est-ce qu'elles font de concret dans leurs entreprises. Est-ce qu'elles ont nommé des directions expérience client? Est-ce qu'elles ont elles-mêmes analysé, co-créé avec les clients les parcours clients? Est-ce qu'elles ont co-créé aussi, pourquoi pas, les services, les produits avec l'ensemble des clients, qu'ils soient ambi ou qu'ils soient si, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient grand public? Donc on va voir si tout ce qu'elles nous racontent à longueur de journée dans les médias ou sur les réseaux sociaux, tout ce qu'elles racontent est une réalité. Alors pour cela, je vais d'abord demander en première partie à nos trois vedettes de se présenter. Vous avez un panel assez incroyable puisqu'on va passer du monde du transport au monde de la pharmacie, au monde médical, et puis on va aller vers des cieux un peu plus agréables de distraction. Donc dans un premier temps, je vais demander à Barbara Delabrief, qui est directeur de l'expérience client, de nous présenter en quelques mots son groupe et ce qu'elle fait avec également son expérience personnelle, son expérience professionnelle, puisqu'elle a un passé, vous allez voir, vers d'autres marques célèbres, et puis aussi de nous expliquer ce que fait son entreprise qui n'est pas connue. BMS, on voit très peu de secteurs d'activité des laboratoires aujourd'hui se présenter sur l'expérience client, donc on a la chance de la voir. Barbara, tu as la parole. Bonjour à tous. Alors, ton expérience personnelle d'abord. Voilà, mon expérience. Donc en fait, j'ai rejoint BMS il y a un peu moins d'un an, avant l'été 2015. Je viens de chez Nespresso où j'ai passé les 10 années précédentes, de 2005 à 2015. Et avant Nespresso, j'étais chez Carrefour où je m'occupais du marketing, enfin du trade marketing. Et chez Nespresso, je m'occupais de la communication. Donc j'ai un slogan qui est tout trouvé pour moi, c'est de What Else à What Else avec H-E-A-L-T-H. Ah oui. Facile. Ou comment j'ai quitté Georges Clooney pour Dr House. Oui, ça devait être mieux quand même, Georges Clooney. C'est différent. En fait, dans l'industrie pharmaceutique, généralement, il y a des profils qui viennent de l'industrie, qui sont médecins, pharmaciens, MBA en marketing, et puis ensuite qui ont fait différents laboratoires pharmaceutiques. Il y a très peu de profils qui viennent d'autres industries. Et mon directeur général a pris le risque de me faire venir. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est mon ignorance. Parce que justement, le désir de BMS était d'apporter un petit souffle, un petit vent frais dans l'expérience client de cette industrie, qui n'est pas du tout orientée client, qui n'était pas du tout orientée client jusque-là. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de venir, en fait, c'est... Effectivement, je n'ai pas du tout de parcours professionnel dans l'industrie pharma. J'ai un parcours personnel, puisque j'étais patiente en oncologie il y a 10 ans, traitée pour un cancer du sein. Et du coup, 10 ans plus tard, j'ai vraiment eu envie, à l'heure d'un changement professionnel, de donner du sens à mon quotidien professionnel et à finalement contribuer à ma toute petite échelle à changer ce moment de vie un peu particulier que traversent les patients. Et je me suis sentie presque appelée vers ce poste. J'avais deux autres possibilités. Je me suis dit, j'ai un truc à faire dans cette industrie. J'ai quelque chose à rendre à cette industrie qui m'a tant donné il y a quelques années. Et je sens que voilà, j'y passerai peut-être 2 ans, 4 ans ou 1 an, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie d'aller voir ce qui s'y passe et ce que je peux y apporter. Et je ne me suis pas trompée parce que j'y trouve du sens au quotidien et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et on reviendra plus en détail vers ce qu'on y fait, mais c'est très riche et la mission est
est longue, mais en tout cas, je suis bien accompagnée pour le faire et je reviendrai plus en détail sur la structure. Merci Barbara. On en reparlera tout à l'heure. C'est vrai que cette industrie est assez incroyable. Les progrès de la science sont fabuleux, surtout sur ce type de maladie. Merci de ce témoignage. Alors, on va se tourner aussi maintenant vers un autre secteur qu'on connaît très peu, ou en tous les cas une entreprise qui mérite qu'on la découvre un peu mieux, qui est Transdev. Donc Marielle va se présenter, elle est directeur commercial, elle a aussi, je crois, un passé de directeur de la communication, et elle va nous expliquer tout ce que fait Transdev dans tous les pays du monde. C'est incroyable cet opérateur de transport, même si on sait qu'il y a eu un petit peu de mal pour venir ce matin, parce que c'était à cause de la voiture. Mais c'est la RATP, voilà. C'est le concurrent. Ah voilà, c'est pas Transdev. Donc expliquez-nous ce que fait Transdev dans le monde. Je crois qu'ils sont dans 19 pays. Je crois qu'ils sont multiservices et ils sont multimarques. Enfin, cette entreprise est multimarque. Alors, qui connaît Transdev? N'ayez pas honte. Bon, alors, ceux qui sont Transdev, ils baissent la main. Et qui connaît Transdev? Vous voyez, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, on est the best kept secret. Hein. On a bien fait de venir ce matin. Voilà. Donc, Transdev, c'est un opérateur majeur du transport collectif et de la mobilité, présent dans 19 pays, à peu près 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Près de 85 000 collaborateurs, présents, je pars plus à l'ouest, Nouvelle-Zélande jusqu'à la Californie, en passant par Göteborg, la Suède et en allant jusqu'à Barcelone et Porto. Voilà, ça c'est Transdev. Transdev, c'est aussi une société qui est... Enfin, c'est quasiment impossible d'imaginer à un moment donné, être interviewé sur l'expérience client quand on fait du transport public. Parce que je pense que vous avez tous des expériences de mobilité qui ne sont pas totalement extraordinaires, ni waouh, ni enchanteresse. J'ai entendu enchanteresse, n'est-ce pas, de mes concurrents, ou pas de mes concurrents, de mes collègues. Donc nous, c'est juste, on essaie qu'elle soit la plus positive possible, votre expérience. Et sachant qu'on est multiservice, puisqu'on fait du ferry, du bus, du taxi, de l'application... du vélo, du BRT, vous savez pas ce que c'est du BHNS, c'est des bus en site propre, du ferry, je l'ai dit, du métro automatique, etc., etc. Sachant qu'on fait tout ça, donc on est multi-offre, donc multi-mode de transport, qu'on est dans beaucoup de pays et qu'on est à chaque fois opérateur d'un service dont le client décisionnaire et celui qui paye est une autorité organisatrice. Et entre la vision du transport public en Hollande, qui est zéro émission de gaz à effet de serre en 2025, la vision du transport en Australie, la vision du transport à Vannes, il y a autant de visions du transport et donc autant de contrats et donc autant de services. Donc dans ce contexte de multiplicité, comment arriver à avoir une signature de l'expérience Transdev, sachant qu'on est totalement invisible? Vous le savez rarement que vous prenez, ceux qui prennent le CDG Val pour aller d'un terminal à l'autre à Roissy ne savent pas que c'est Transdev qui est opérateur. Et quand vous prenez le ferry de Sydney dans cette magnifique baie, vous ne savez pas non plus que c'est Transdev. Donc comment on arrive à faire tout ça? Eh bien, si vous me le permettez, c'est un teasing, on le racontera après. Exactement. Alors maintenant, on va aller dans un univers beaucoup plus léger, de plaisir, je l'espère, mais attention à consommer avec modération. Donc le petit ballon, alors il va se présenter... Alors, c'est la petite start-up, mais qui n'est plus vraiment une start-up. Hein. Ça fait maintenant 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on existe. On réalise aujourd'hui 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'objectif de cette année, c'est d'essayer d'approcher les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Wow. Donc on commence nous-mêmes à avoir le vertige sur certains chiffres. Le petit ballon, je ne vais pas refaire qui connaît le petit ballon, parce que maintenant tout le monde nous connaît. Hein, voilà, merci. Le petit ballon, non, on est tout petit aujourd'hui encore, puisque... Nous, notre métier, c'est de vendre du vin, mais on le vend d'une manière un petit peu nouvelle. On le vend par abonnement. Le principe du petit ballon, c'est que vous vous abonnez et chaque mois, vous recevez 2 bouteilles de vin, qui sont des très bonnes bouteilles de vin, puisqu'elles ont été sélectionnées par Jean-Michel Deluc, l'ancien sommelier du Ritz, qui est donc associé et fondateur du petit ballon, cofondateur du petit ballon. Et donc, vous les recevez à la maison et vous les dégustez. Et le tout dans une expérience client, puisque c'est le sujet. Dans une expérience client qu'on essaie de linéariser, puisque le but, c'est de... progresser, d'apprendre, tout en ayant le plaisir de la dégustation. Donc on est dans une expérience ludique et un petit peu pédagogique qui se renouvelle chaque mois. Et donc vous aurez compris qu'à partir du moment où on est dans le vin et dans l'abonnement et qu'on veut parler d'expérience client, les 2 enjeux sont posés. C'est que, 1, si on est dans l'abonnement, notre métier c'est la fidélité.
Donc pour fidéliser les clients, on ne va pas les fidéliser en cherchant à les réacquérir en permanence, mais en leur proposant une expérience très engageante. Donc l'expérience client, cœur de notre métier. Et la deuxième chose, c'est que notre produit, c'est le vin. Le vin, c'est un produit qui, par définition, est communautaire. C'est-à-dire que tout le monde ici a vécu l'expérience. Quand vous avez une bonne bouteille, vous n'avez qu'une envie, c'est de la partager. La partager en deux sens, c'est l'ouvrir à plusieurs, c'est-à-dire partager le moment de dégustation, se faire plaisir autour d'un verre, l'apéro entre copains. Et la partager au sens partager le bon plan. C'est-à-dire que qui n'a pas eu un ami qui lui a dit « Ah, mais j'ai trouvé une super bonne bouteille d'un super bon producteur dans le Minervois, viens, il faut que tu la goûtes, etc. » Bref, on fait découvrir ce qu'on a aimé. Donc voilà, les deux enjeux sont posés dans l'expérience client. La fidélité au travers d'une expérience engageante et le côté communautaire, c'est-à-dire le fait que les clients s'approprient complètement le produit. Ouais, on prendrait bien un petit, un petit cornet là, pour se réveiller le matin. C'est mieux le petit blanc ou le petit rouge le matin? Alors, pas mal le petit blanc. Vous savez, nous, au Petit Ballon, notre sommelier, notre équipe de dégustation, ils dégustent à 9h. Ah, donc imaginez-vous... comme Monsieur Borloo. Exactement. On n'est pas Qui venait souvent à ce salon d'ailleurs. Ils dégustent à 9h. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les papilles sont les plus éveillées. Maintenant, je ne pense pas que tout le monde ait envie de prendre un verre de vin dès 9h. Moi, je conseille encore le café. Hein. Bon, on va redevenir un peu plus sérieux et on va passer à cette deuxième partie qui est notre cœur de sujet. Alors, ce que je vous disais en introduction, c'est que la stratégie des entreprises est affichée, mais est-ce que c'est une réalité? Donc, vous avez des fortes ambitions dans les groupes aujourd'hui affichées sur l'expérience client. On entend les présidents annoncer « Je veux de l'expérience client, je veux que mon entreprise soit tournée client, le client au cœur de ma stratégie ». Mais qu'est-ce qu'ils font réellement dans leur relation client omnicanale? Est-ce qu'il existe des organisations transversales? Est-ce qu'ils ont nommé des directions clients ou des directions expérience client? Quelle est la place de l'expérience client qu'ils laissent au sein même des hommes et des femmes qui composent leurs entreprises? Et est-ce que dans la conception des offres, est-ce que les entreprises vont très loin pour justement prendre en tous les cas l'avis et les goûts des consommateurs, des clients, pour pouvoir concevoir et lancer les offres produits, alors que nous venons d'un monde où le produit était roi, évidemment, c'est lui qui était poussé, le consommateur devait l'acheter. Nous nous souvenons dans cette enceinte que nous parlions de centres d'appel qui, évidemment, devaient répondre à ces propositions d'offres qui étaient poussées à travers des campagnes plutôt marketing ou télévision. Donc je vais commencer par Transdev. Transdev, j'ai l'impression que vous avez une stratégie client par étape. Hein. Peut-être qu'on va retracer à travers les différentes années ce que vous avez fait en 2006, 2012 et aujourd'hui en 2015. Je vais vous laisser la parole, mais je sens en vous écoutant que c'est devenu véritablement stratégique et que votre président a l'air de le considérer comme fondamental pour le développement dans justement cet univers multimarque, multiservice et international. Alors, la démarche a effectivement commencé en 2006, donc il y a 10 ans. Donc on est un peu comme du diesel. Hein. Là, bon. Mais on a accéléré parce que entre la deuxième et la troisième étape, il s'est passé que 3 ans. Donc ça prouve que la volonté nous anime. Il faut penser que dans ce service d'opérateurs de transport, c'est du service public. Bon, on sait bien, confère Baromètre TNS Sofres, que le service public n'est pas l'univers dans lequel l'expérience client va la plus vite. Hein, donc, et nous, ça vient, doucement. Mais sûrement. Et nous, on a décidé de partir de ce qui fait la beauté et l'excellence et le charme et la chaleur de ce métier, qui est à dire les hommes. 85% de nos collaborateurs sont en contact quotidien avec les passagers ou contribuent à produire le service aux passagers, que ce soit dans l'atelier de maintenance, les conducteurs, etc. Donc on s'est dit, il n'y aura pas de chemin sans le passage par l'engagement et, dans un premier temps, la formation des collaborateurs en contact avec les passagers. Et donc, c'est ce qu'on a appelé en 2006 une formation pour commencer à instiller le rituel du service et la prise de conscience de la nécessité d'une qualité, d'une relation de qualité avec les passagers. Et on a appelé ça Objectif Vert. Alors pourquoi vert? Rien à voir avec l'écologie, tout simplement parce qu'on a pris l'analogie des feux, donc le vert, l'orange, le rouge, et que toute la symbolique de ces formations était de dire des choses très simples, hein, mais était de dire quand votre client est dans le rouge, qu'il est tout fâché
il faut l'amener dans l'orange et après le ramener dans le vert. Et donc tout le travail était un jeu de rôle, un travail de simulation, de personnages que l'on mettait en situation, et on amenait nos collaborateurs à travailler le retour au vert. Voilà, donc c'était ça s'appelait Objectif Vert. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait dans 11 pays. Alors rappelez-vous, 11 sur 19, c'est quand même pas mal. Qu'on a formé près de 20 000 collaborateurs et qu'on avait mis toute une série d'indicateurs de suivi parce qu'il fallait convaincre les directeurs de réseau. Et les indicateurs de suivi, c'était le taux d'absentéisme. C'est-à-dire que les gens étant investis d'une mission, enfin nos collaborateurs, ils étaient moins absents. Le taux de réclamation sur l'attitude du conducteur baissait. La qualité de l'engagement vis-à-vis de la mission de chacun augmentait. Donc on avait des indicateurs RH et des indicateurs de satisfaction client. Donc ça, c'était 2006-2009. Ça a été une belle aventure. On a porté la parole dans tous les pays. Et ce qui était formidable, c'est que ça fonctionnait. Ça fonctionnait à Séoul, qui est quand même le summum. Enfin, ils sont tous nés avec la relation client dans leur cœur. Il n'y a pas plus engagé dans le service que les Coréens. C'est culturel. Et puis, il y avait des pays, je ne citerai pas lesquels, mais il y en a qui ne sont pas loin d'ici, même très près d'ici, dans lesquels c'est un peu moins naturel. Et donc, il y avait un autre travail. Mais ça marchait partout parce qu'à chaque fois, on avait un travail d'appropriation, de traduction et d'adaptation à l'environnement culturel et opérationnel du service de mobilité. En 2009, on s'est dit, pas de formation, pas de changement sans l'intégration du management du réseau. Donc, le management du réseau, c'est une équipe de direction d'environ 10 personnes dans laquelle il y a des ingénieurs, il y a des gens de la relation client, pas beaucoup, et du marketing, il y a aussi des représentants des syndicats. Enfin bon, il y a toute une diversité culturelle. Que des gens charmants. Non, mais bon, il faut faire avec, ça bien fait sûr, partie du métier. Et donc, on s'est dit, parce que les collaborateurs conformés nous disaient, c'est très bien, mais moi, je suis aussi un peu le client de mon patron. Ah oui. Et pourquoi mon patron, quand il me parle, il n'essaie pas de me mettre dans le vert ? Donc on s'est dit, ouais, c'est une bonne idée. Et on s'est dit que si on voulait aller plus loin, il fallait qu'on passe à une étape supérieure et que de la formation devait passer à la transformation, et que la transformation nécessitait d'engager les équipes de direction dans une prise en compte du service et de ce que l'on a appelé l'esprit de service. Donc on est parti de la bataille du service à l'esprit de service incarné par le comité de direction. Alors le comité de direction, je rappelle, on ne parle pas du comité. Jusque-là, on n'a toujours pas notre PDG. Pas encore. Pas encore. Enfin, il était on va le voir encourageant, mais pas encore. Ouais. On parle bien du réseau. C'est-à-dire de la ville de Vannes, qui réunit le comité de direction du réseau de transport de Vannes, ou de Nancy, ou de Sydney, et c'est le directeur du réseau qui réunit son comité de direction. Donc vous voyez la démultiplication. Vous avez plein de clients en fait, c'est ça, Oui, oui. Et donc là, on est parti sur une démarche qu'on appelait Objectif Client, qui avait 3 fondamentaux. C'est de dire, il n'y a pas de client heureux si les collaborateurs ne sont pas heureux, la fameuse symétrie des attentions. Donc, il faut rendre les collaborateurs heureux et engagés dans la qualité de service pour qu'ils la délivrent, premier point. Deuxième point, on s'est dit, il n'y a pas de transformation des attitudes si on ne prend pas le service dans son intégralité et donc la notion de parcours client. C'était le deuxième élément de cette démarche. Et la troisième contrainte, c'était de se dire qu'il fallait que ce soit adaptable à tous les modes de transport. Ça marche pour le ferry, le bus, le taxi, etc. Puisque je vous rappelle qu'on est multiservice. Voilà, donc là, on l'a fait. Il y a 2 personnes dans la salle qui portent ça au quotidien, Bathilde et Mathieu, et je les remercie pour leur engagement et pour leur dynamisme. Là, on en est à 7000 collaborateurs formés sur 8 modes de transport dans 6 pays. Donc vous voyez, on n'en est pas encore. C'est un cheminement pas à pas, mais on fait des grands pas. Et ce dont on s'aperçoit très vite, c'est qu'évidemment, quand on engage tout le monde, y compris l'équipe dirigeante, c'est un phénomène accélérateur et c'est formidable. On salue Monsieur Thierry Spencer, excusez-moi de vous couper. Ouais. La symétrie des attentions, ça lui plaît, lui. Absolument. C'est un peu à l'origine. Absolument. Il n'y a que les bonnes idées qu'on pique, hein. Ouais. C'est pas Thierry.
Voilà, donc ça a été 2009-2012. Et on arrive en 2015. Voilà, et en 2012, on se dit non mais ça suffit pas, il faut qu'on aille plus loin. Et donc en 2012, parce qu'on était prêt, parce qu'on avait travaillé sur ce parcours client, qu'on s'était aperçu qu'il y avait des moments de plaisir, des moments de vérité, des mots désirritants, qu'on avait vraiment formé l'ensemble de nos équipes à la pensée du parcours client. On s'est dit, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on franchisse le pas ô combien audacieux de l'expérience client. Il faut dire qu'entre-temps, on avait eu un petit encouragement. On avait eu les palmes. Et oui, les fameuses palmes. On avait eu les palmes de la FRC. Je parlerai un tout petit peu, je garderai des minutes, je regarde le temps pour parler un peu de la FRC, tout ce qu'on est en train de lancer cette année. Mais en 2015, oui, vous avez gagné les palmes de la donc en fait, en 2012, on a créé, à chaque fois on le fait comme ça, donc on est dans le collaboratif, c'est moins convivial que le partage du vin, mais il faut aussi faire dans le collaboratif. On a réuni des représentants de 4 pays, l'Australie, la France, les États-Unis et la Suède, et on les a mis autour de la table et on leur a dit qu'est-ce que ça pourrait être la construction de l'expérience client, et on l'a appelé Tex. Alors ça n'a rien à voir avec Carrefour, ça n'a rien à voir avec le Tex-Mex, ça n'a rien à voir avec Tex Avery, c'est maintenant Tex, l'expérience client par Transdev, et c'est notre programme en 5 étapes pour arriver à cette expérience la plus positive possible. Je vais peut-être m'arrêter, peut-être que je reviendrai dessus. On va changer d'univers, voilà. Bien sûr. Merci Marielle. Donc chez BMS, vous êtes arrivé, vous aviez à créer un choc de simplification, transformer, vous dites, le mammouth en gazelle, simplifier les process, les modes de décision. Alors, comment s'est passée justement cette intégration de l'expérience client au sein du groupe? Alors, d'abord, 2 mots sur BMS, parce que tout le monde ne connaît pas BMS. On a UPSA, que vous connaissez sûrement, et puis on traite ensuite des patients qui sont atteints de maladies un peu plus complexes dans le cancer, la cardiologie, la virologie. Donc on a un écosystème qui est un peu compliqué parce que finalement notre client c'est un écosystème qui est large. On a à la fois un médecin mais qui est ni utilisateur ni payeur, il est prescripteur. On a un patient qui est pas prescripteur et pas payeur, et puis on a un payeur qui est pas utilisateur et pas prescripteur. Donc c'est un écosystème. Transdev est pareil d'ailleurs. Hein, et j'imagine que dans la salle vous êtes plusieurs aussi à avoir des clients qui sont pas forcément des clients directs. Et du coup, là-dedans, il nous faut quand même nous démarquer parce que tu disais, Eric, quelle était la raison de faire de l'expérience client. Est-ce que c'était essentiel aujourd'hui? De mon point de vue, en tout cas de notre point de vue, c'est essentiel de se poser la question, de se dire si je me mets dans les bottes de la personne à qui je m'adresse, est-ce que je suis contente de la relation que je lui ai imposée, ou est-ce que je peux mieux faire? Donc et puis fondamentalement, il y a aussi une vraie différence entre l'expérience client dans une entreprise qui est née avec l'expérience client dans son ADN, dans ses gènes, et l'expérience client dans une entreprise comme BMS, qui est un véritable mammouth qu'il faut effectivement transformer en gazelle. Donc c'est 2 métiers qui sont fondamentalement différents, mais dans le fond, à la fin, il y a des êtres humains et des gens qu'on a envie d'embarquer avec nous, et puis d'embêter, on va dire, le moins possible dans la manière dont on leur impose notre fonctionnement. Quelques idées? Vous avez simplifié les process? En fait, du coup, moi, depuis un an, là, je dirais que je passe 80% de mon temps sur de la simplification, et je m'attache, en fait, avec mon équipe, Christophe est dans la salle, à détricoter de manière plus large des mailles qu'on s'est attaché à tricoter très serré pour se sécuriser, pour construire des process, voilà, très calés, très, très propres, etc. Et puis finalement, on se dit, ouais, mais en fait, à quoi bon? Est-ce bien utile d'être d'avoir tant d'étapes, d'avoir tant de signataires, de validations, etc. Donc du coup, c'est vraiment de la culturisation sur laquelle, pour le moment, je travaille. Alors après, il y a d'autres étapes et on y reviendra après, mais il y a un énorme travail sur de la simplification de la manière dont on interagit avec notre écosystème, et on est hyper soulagé et satisfait de voir qu'on arrive à diminuer par 10 des délais, à diminuer par 5 des étapes de validation, alors que c'est nous quand même qui les avons créées. Donc finalement, on s'enlève les épines qu'on s'est mis nous-mêmes dans les pieds. Et puis on s'attache aussi à être aussi plus transparent avec nos clients, à leur dire ce sur quoi on travaille, à les informer des projets sur lesquels
on met un coup de cravache à la suite de leurs conseils. Donc, bref, la transparence, au-delà de la simplification, c'est clé aussi pour construire une relation durable avec notre écosystème. On va y revenir tout à l'heure avec les programmes que vous avez lancés avec l'ensemble de vos collaborateurs. Alors, il n'y a pas eu à tricoter pour le petit ballon, parce que lui, s'est créé autour de sa communauté, autour de la relation client. Donc, l'expérience client, il l'a dans ses gènes. Alors, je dirais pas qu'on l'a forcément dans nos gènes, je dirais qu'on est plutôt comme le bourgeois gentilhomme. C'est-à-dire qu'on fait, qui fait de la prose sans le savoir, nous on fait de l'expérience client parfois sans le savoir. En fait, ce qui se passe dans la plupart du temps, c'est que quand vous êtes une entreprise orientée produit, vous allez passer du temps sur votre produit. Vous allez faire un très beau produit, un peu nu, mais un très très beau produit, et vous allez penser produit, vous allez faire de la com sur votre produit, etc. Quand vous êtes une entreprise qui a une culture, par exemple, du service client, eh bien, vous allez être ceinture et bretelle sur tous vos processus d'achat, sur tous vos processus de vente. Par exemple, vous faites un parcours client d'achat sur Internet et si vous laissez faire votre service client, il va mettre des messages d'information dans tous les sens. Il va vous dire attention, là vous allez saisir votre adresse, mais c'est votre adresse de facturation qui n'est pas celle utilisée dans l'adresse de livraison. Pensez à l'étape 4, etc. Donc vous surchargez la mule et vous dégradez votre expérience client. Et en fait, nous, on a naturellement ou intuitivement était dans un équilibre parce que dès le début, on s'est dit, en fait, ce qui compte, c'est le client. En remettant le client au centre, en fait, le rapport de force ne se fait plus autour des différents services ou des différents enjeux culturels de votre entreprise ou des personnes qui les portent, mais tout à coup, vous vous dites, non, mais qu'est-ce qui est le mieux pour le client, au final? Et c'est tout bête à dire, j'enfonce une porte ouverte, mais dans beaucoup de processus d'organisation... Fallait juste le faire. Ouais, non, mais et c'est pour ça que je dis on fait de la prose sans le savoir. C'est-à-dire que moi, quand on en est à notre 3e conférence, Eric, ensemble. Pas mal. Et à chaque intervenant qui vient de la Banque Postale, de Transdev, voilà, c'est très intellectualisé, c'est très pensé. L'expérience client, c'est très construit et souvent c'est de la déconstruction. C'est-à-dire que justement, on enlève des zones de pouvoir, on remet du bon sens à certains endroits, on allège, etc. Nous, on a eu la chance de construire. On a essayé de construire le plus léger. Après, on a nos défauts, bien entendu. Mais voilà. Et pourquoi? C'est parce que effectivement, nous, le produit, c'est pas nous qui le faisons. On l'assemble. C'est-à-dire que notre travail, c'est de construire une expérience de dégustation, pas de produire le vin, pas de produire la bouteille. Voilà. Donc, on a mis le client au centre de tout ça et on a défait un peu des défauts, des tendances qui avaient tendance à émerger chez nous. Alors, est-ce que c'est le client, est-ce que c'est la communauté qui a créé? Alors, on parlait de couleurs tout à l'heure avec le vert et le rouge, mais là, je crois qu'il y a d'autres couleurs qui ressemblent d'ailleurs à un espresso. Donc, est-ce que c'est la communauté qui a créé justement ce nouveau système de... Alors, en plaçant le client au centre du produit, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, c'est que... on travaille sur une co-construction passive. C'est-à-dire que les vins que vous recevez quand vous abonnez au Petit Ballon, les 40 000 abonnés qu'on a, notent leurs vins, font des petits quiz à l'inscription pour dire quel type de vin ils aiment, quels arômes, etc. Et du coup, au travers de leur expérience, on va personnaliser l'abonnement. C'est-à-dire que l'offre de vin dont ils vont disposer est une offre qui est construite par les goûts de nos clients. Donc on n'est pas en train de vouloir imposer des choses, on est en train de co-construire passivement avec eux notre offre. Donc on n'est pas forcément orienté produit ou catalogue, vous voyez, on est plutôt orienté, tiens, les clients, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. C'est tout bête à dire aussi, mais dans le vin, on est très catalogue. C'est un business de catalogue. La deuxième chose, c'est que le marché du vin est un marché, nous on aime à dire, le vin c'est génial, tout le monde adore ça, mais on n'y comprend rien. Et quand vous parlez avec quelqu'un... Les terroirs, les années... Les cépages, les appellations, etc. Bon, et quand vous parlez avec un expert, au bout de 5 minutes, quand vous pensez un petit peu, vous avez envie de partager les choses que vous aimez, vous vous taisez, vous le laissez parler, et là il sort ces longues phrases sur les domaines, les 40 000 appellations de Bordeaux, etc. Et l'entre-deux-rives est quand même le meilleur, c'est quand même le Lalande de Pomerol. Tu peux pas dire que tu aimes ça, c'est quand même un vin à 3 €, donc tu peux pas dire ça. Oui, mais bon, je l'ai trouvé au Franprix, je l'ai trouvé bon, je suis désolé. Bon, et donc on s'est dit, donc il y a un nouveau langage du vin à inventer. En fait, pour cette nouvelle génération de consommateurs, qui n'est pas nouvelle par l'âge, mais qui est nouvelle par le fait qu'en France, on consomme plus de vin pour la consommation courante. On consomme du vin pour le plaisir. Et donc, on s'est dit, remettons le client au centre de tout ça, cassons le langage du vin et créons des pastilles de couleurs, ce qu'on appelle les labels du Petit Ballon. C'est votre anti-sèche, si vous voulez. Donc, chaque vin a une couleur.
on lui a mis une pastille de couleur. Donc ils avaient 5 rouges, 4 blancs, 2 rosés. Et derrière ces petites pastilles de couleur, on a fait un petit peu comme Nespresso à l'époque. On a mis des noms sympathiques. Donc dans les rouges, vous avez le radieux, le rusé, le robuste, le rétro, etc. Et on a fait en sorte que on ne réclame plus un vin au travers de ses caractéristiques écrites, c'est-à-dire cépage, appellation, etc., mais au travers de ce qu'on ressent dans la bouche, c'est-à-dire est-ce que ce vin-là, d'abord je l'aime ou je l'aime pas, et si je l'aime, quelles sont ces 3-4 grandes caractéristiques qui font que je l'aime. Il est fruité, il est fort, il est léger, il est doux, il est sucré, etc. Et donc, on résume ça au travers de ces pastilles-là, et au même titre qu'à une époque, on disait qu'est-ce que je vais prendre comme café, file-moi un arpeggio, ça c'est pour les experts, ou file-moi un violet. Moi je prends que du violet quand on prenait du Nespresso. On essaye d'être un peu le Nespresso du vin, et que les gens disent moi je vais prendre un petit radieux aujourd'hui, voilà, ou moi je préfère le robuste, voilà. Barbara pourra en parler, mais Nespresso aujourd'hui se compare au vin. Donc on déguste des cafés comme on déguste du vin. Je trouve que c'est un juste retour des choses, parce que quand même Nespresso a beaucoup pompé les codes du vin, donc c'est pas mal que le vin repompe. C'est bien. Qui est-ce qui a dit il n'y a que les bonnes idées qu'on pique? Bon, le temps presse, on va essayer de passer à la troisième partie, donc on va rentrer un peu dans le débat de la gouvernance et le suivi de la performance auprès de vos collaborateurs. Donc là, on a fait rentrer le client à l'intérieur de l'entreprise et la stratégie de l'entreprise. Maintenant, comment vous accompagnez le changement? Je vais commencer peut-être par BMS. Comment vous desserrez les mailles du tricot, on en a parlé tout à l'heure, et comment vous accompagnez le changement avec l'ensemble de vos collaborateurs? Bon, il y a un programme qui a été évidemment mis en avant à l'occasion des Palmes, aussi de la relation client en 2015. Dites-nous-en deux, trois mots. Alors, nous, on a commencé il n'y a pas très longtemps. On est assez nouveau en matière d'expérience client. On a commencé il y a 2 ans et demi avec un programme qui s'appelle Close the Loop. Le principe, finalement, c'est d'interroger nos clients sur la manière dont on a interagi avec eux. Ça peut être soit sur un événement, soit sur un essai clinique, soit sur une étude observationnelle ou encore une campagne de merchandising dans les pharmacies. Et à la suite de leur retour, en fait, on les rappelle, quel que soit leur feedback, pour aller plus loin dans l'insight qu'ils nous ont donné, pour discuter davantage avec eux. Et ensuite, on met en place des actions concrètes qui sont issues de leurs commentaires. Et puis ensuite, l'originalité de l'approche, c'est que on communique ces actions-là à ses clients en leur disant vous nous aviez dit que vous n'aimiez pas cette table blanche, eh bien on l'a changée. L'année prochaine, elle sera rouge, par exemple. Donc c'est assez courageux, c'est assez engageant. Et les personnes qui sont amenées à rappeler nos clients, ce sont des collaborateurs BMS. Donc il y a 297 personnes précisément qui aujourd'hui sont formées à faire des closes de loop dans l'entreprise. Et ces gens-là, c'est des gens des services généraux, des ressources humaines, de la compta, donc de tous les services. Et ça permet tout simplement de les engager, de faire en sorte que chacun, à son niveau, se sente responsable et garant de l'expérience de son client, quel que soit son métier, quel que soit son niveau. Donc, différents métiers, différents niveaux aussi. Notre directeur général est super impliqué à la fois dans la réalisation de ces closes de loop. Il y passe du temps chaque semaine. Il appelle les clients, il décroche son téléphone. Et puis, par ailleurs, il y a une gouvernance en place avec à la fois des ambassadeurs. On a 40 ambassadeurs qui sont un peu plus impliqués sur la réalisation de ces actions. Et puis ensuite, toutes les semaines, j'ai à peu près 2 heures avec justement mon directeur général pour faire un suivi des actions, faire un suivi des résultats des enquêtes qu'on a et puis définir les urgences et les projets à mettre en place. Alors c'est beaucoup, comme tu le disais, de la simplification aujourd'hui, mais on travaille aussi sur des choses sur lesquelles on n'est pas attendu, des choses un peu rupturistes pour changer notre approche, changer notre image et faire en sorte aussi qu'à chaque niveau de l'entreprise, tous les collaborateurs puissent être l'ambassadeur du fait qu'on est là pour sauver des vies et non pas pour faire de l'argent sur la santé des gens. Parfois, il y a cette différence de perception qui est importante et du coup pour nous nos collaborateurs sont nos premiers ambassadeurs et du coup on travaille sur ça au quotidien. Ouais. Et vous prenez le feedback des médecins, donc en fait votre écosystème il est tourné client. Médecins, pharmaciens, ambassadeurs, tout le monde est tourné. Alors, disons qu'on est en chemin vers ce focus externe. C'était pas le cas jusqu'à il y a 2 ans et demi. On sortait un produit, il avait une autorisation de mise sur le marché parce qu'il avait un service médical rendu important. Donc on avait fait notre job, il était sur le marché et derrière on s'occupait juste de le livrer. Cette démarche de se dire tiens, on peut peut-être le livrer de manière un peu différente. Et d'ailleurs, on a des produits à 1 € et des produits qui coûtent plusieurs milliers
d'euros, eh bien, on ne livre pas de la même manière une Rolls-Royce et une paire de rollers. Donc, il faut aussi qu'on pense différemment la livraison de ces produits. Il faut aussi qu'on pense différemment le pharmacien avec qui on a une relation très, très forte et avec qui est pour nous très important. Enfin, voilà, un client, on va dire VIP d'une personne, et puis une personne qui arrive aussi, qui est premier client. Donc, je m'inspire aussi un peu de Nespresso avec le nursing programme où on accueille tous les niveaux clients. Là, chez BMS, on est en train de mettre ça en place aussi pour accueillir, faire en sorte que le nouveau prescripteur se sente un peu accompagné dans son parcours. Et puis à terme et à, disons, plus court, même court terme, le patient est aussi beaucoup dans l'écosystème c'est une approche B2B2C, totalement orientée client, et ça, c'est possible. Alors, on demande à Transdev maintenant de nous expliquer comment est-ce qu'elle a mobilisé sa DG sur quel était le rôle du management pour insuffler cette expérience client chez les collaborateurs. Alors, nous, on est bien donc B2C 4G. Donc 4G, alors ça veut dire quoi maintenant 4G? Pour le compte d'eux, puisqu'on opère dans un contrat de délégation de service public, on nous délègue le service de mobilité. C'est pour ça qu'on dit B2C 4G. J, ça veut dire gouvernement. Donc, on a 19 pays, ça je vous l'ai dit, 85 000 collaborateurs, ça aussi, mais on a 8 732 contrats dans le monde. Ah oui. Vous voyez, à mon avis, en 2412, on n'aura pas fini de faire le tour du monde. Et donc, et en plus de ça, c'est 8 000... On sera encore là pour le voir. Voilà, c'est 8 000... Grâce à BMS. Oui, c'est 8 000... Et au pinard. Oui, c'est sûr. Le tanin, c'est bon, surtout le rouge. Les antioxydants. Et donc, tous ces contrats, finalement, c'est le client autorité organisatrice, donc le G, le gouvernement, qui définit si oui ou non il veut qu'on fasse de l'expérience client, finalement, puisqu'il définit le prix, il définit le service, il définit beaucoup de choses que nous, on applique au mieux. Donc, évidemment, on n'a pas un directeur de l'expérience client, Dieu du monde, qui décide. Non, c'est malheureusement, j'adorerais, mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'en fait, la nature des contrats nous oblige à insuffler, proposer, évangéliser, contrat par contrat, pays par pays. Voilà. Donc déjà, ce qui était très important, c'était de se dire que sur l'expérience client et sur Tex, on allait faire un groupe de travail, la vérité, le bottom-up du terrain, qui allait montrer et instruire un dossier pour aller voir la direction générale et leur dire, voilà, nous sommes mûrs, et nous serons en avance de phase. Et le sujet de l'expérience client, ça va être un sujet de différence, de préférence et de performance. Ça va nous permettre de nous différencier de nos concurrents, la RATP, la Deutsche Bahn. Pas de nom. Par exemple, non mais au hasard. Hein. Ça va nous permettre aussi de faire de la performance parce qu'un passager heureux, il revient. Quand, comme par hasard, quand on a des bons process, il faut quand même un peu de process, on fait de la qualité, il y a de la ponctualité, etc. Donc ça fait de la performance. Et en plus de ça, on est préféré à la voiture personnelle ou à d'autres modes. Process, mais pas trop. Hein. On parlait d'autonomie tout à l'heure. Est-ce que vous laissez de l'autonomie aussi à l'ensemble des parties prenantes? Alors, ce que l'on fait, c'est que donc on a fait une méthode en 5 étapes. Donc, sont des étapes. Donc, nous, on a fait le cadre. On a fait le cadre, mais après, on met dans la boîte ce qu'on veut. Hein. Hier, j'étais à Dunkerque, où j'avais la restitution du travail qui a été fait. Alors, c'est un conducteur, une personne de l'agence commerciale, la secrétaire de l'atelier de maintenance. Vous savez, celui où il y a les boulons, les machins, enfin bon, des trucs... très important pour faire fonctionner les réseaux de transport, le DRH, etc. Donc, il y avait une dizaine de personnes. Et en fait, on leur a donné la boîte à outils comme un Lego et on leur a dit, à vous de construire. Alors, à vous de construire quoi? Premièrement, il n'y a pas d'expérience client sans connaissance. Donc, on fait un atelier Insight où, au niveau du réseau, on récupère tout ce que l'on peut collecter comme information sur les besoins et les attentes des passagers. On a un atelier persona. Donc là, ils s'amusent à dessiner des personas. Marguerite, quand elle prend le tram, elle a peur de tomber parce qu'elle a 72 ans et demi. Voilà, donc les attentes de Marguerite. Connaître le client, c'est vraiment le béaba. Donc on fait des ateliers persona. On a un parcours client, donc chacun des collaborateurs du groupe de travail, il y en a un qui devient Marguerite, l'autre qui devient Dirk. Alors à Dunkerque, c'était Dirk parce qu'il y a beaucoup de Belges qui viennent en vacances à Dunkerque, donc qui est un flamand, enfin qui parle plutôt le néerlandais que le français. Bon, donc ils rentrent dans la peau du client, donc ils se mettent dans les mocassins de l'Indien pour revisiter le parcours client. Ils font un plan d'action et avant ça, on a aussi fait une évaluation des points de contact.
C'est important. Le point de contact, c'est le point où il y a de l'échange d'informations. Alors les conducteurs, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise qu'ils sont un point de contact, donc on dit un point de relation, mais il y a l'agence commerciale, il y a le site internet, il y a l'app, il y a le distributeur de billets, etc. Donc ça, c'est un process qui est nécessaire pour que tout le monde n'oublie pas une étape, donc il faut un peu quand même cadrer les choses. Et à l'intérieur, ils font des choses, voilà, on libère la créativité, les énergies. Alors est-ce que le petit ballon, il libère aussi à l'intérieur de son entreprise? Je crois que vous êtes à Barcelone et en France. Oui. Vous libérez les énergies aussi? Vous laissez le client rentrer et co-créer tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure? Oui, l'important, on a dit, donc, c'était de placer le client au cœur des préoccupations, donc les personas, etc. En fait, tout ça, c'est fondamental. Mais en dialogue avec ce client, il faut mettre de l'humain. Et nous, ça a été notre grande ambition, c'est-à-dire de dire on veut de l'intelligence relationnelle. Donc, je vais vous donner un exemple. Nos conseillers clients, entre guillemets, parce que ce terme, je ne trouvais pas encore approprié, mais bon, mettons les conseillers clients, c'est-à-dire les gens qui vont répondre aux mails ou au téléphone de nos clients, qui nous appellent soit parce qu'ils veulent un conseil, soit parce qu'ils ont un problème. Ils sont libres. Ils sont vraiment libres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario écrit. Il n'y a pas de chaîne d'événements qui fait qu'il doit répondre ceci ou cela et qu'il doit s'introduire de telle manière et conclure de telle manière. Il est libre de répondre ce qu'il veut. Il est libre de faire le geste commercial qui lui semble être le bon. Et ça, c'est une valeur qu'on a toujours souhaité marquer et développer. Donc, c'est à l'humain doit répondre l'humain, car l'humain doit être au centre. Encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, mais le rappeler ne fait pas de mal à le dire. Et on citait souvent Zappos aux États-Unis, maintenant on pourra citer le petit ballon. C'est un de nos modèles. Vous savez, dans le petit bouquin, s'inspirer des startups qui marchent, etc. Zappos est dedans et on l'a tous lu. Alors on va essayer de terminer avec un rêve que vous avez chacun pour améliorer l'expérience client, lâcher prise un peu. Alors on va peut-être commencer par Barbara parce qu'elle disait, je vais lui laisser le dire. Un peu comme nos amis d'Amazon. Best service is no service. Donc là, la démarche d'expérience client, elle commence à rentrer dans les gènes de BMS. On a créé le Care Award notamment qui vise à récompenser ceux qui travaillent à résoudre des problèmes plutôt que crucifier ceux qui créent ces problèmes. Donc on est dans une démarche vertueuse. Et du coup, moi, si j'avais un rêve, disons que je pense que j'aurais réussi le jour où mon poste n'existera plus parce que finalement, dans l'entreprise, on aura 2500 directeurs de l'expérience client. Et là, pour moi, finalement, ça sera objectif atteint. Donc, on ne se le souhaite pas, Barbara. On a encore besoin de toi. J'ai encore quelques mois avant d'y arriver. Mais, c'est pas mal comme rêve, que mon poste soit supprimé. Non, mais dans le fond, chez Nespresso, il n'y a pas de directeur de l'expérience client et ça fonctionne très bien comme ça parce que c'est vraiment dans l'ADN de tout le monde. Donc, c'est pas aujourd'hui l'actualité chez BMS, mais si un jour on peut y tendre ou en tout cas... y arriver, voire y tendre, je serais assez fière. L'année dernière, à cette place, on recevait Frédéric Mazella, dont tout le monde parle, et trop d'ailleurs. Et lui, il disait, je suis président client, président-directeur client. Donc quand ça sera incarné par la présidence, donc là aussi, est-ce que c'est un rêve? Je ne sais pas chez Transdev si... moi, je suis heureuse. Moi, mon rêve est réalisé. Ah, ça y est. Oui, c'est comme ça. Je suis sûre d'être heureuse. J'ai pas des rêves. En fait, mon rêve, c'était que dans le cadre du projet d'entreprise Transdev 2020, le sujet de l'expérience client soit identifié comme étant un projet transformant et qu'il lui soit attaché des obligations pour les patrons de pays de le mettre en œuvre. Et donc, il y a 10 jours, on a eu notre grande convention Transdev 2020 et notre PDG, donc Jean-Marc Janaillac, a défini et a choisi parmi les projets, les 10 projets transformants, TEX et donc l'expérience client. Donc du coup, ça va nous amener à avoir un évangéliste de l'expérience client parce qu'il faut aussi raconter l'expérience client aux autorités organisatrices, au gouvernement, et leur expliquer pourquoi c'est important, parce que c'est de l'expérience aussi des lecteurs, pour les électeurs. Donc il y a quand même un peu d'évangélisation à faire. Ça sera important l'année prochaine. Voilà, et donc on va faire une grande conférence, par exemple en Australie, dans laquelle on va inviter tous les gouvernements des différentes provinces à... Voilà, donc ça a été défini comme un projet transformant. 2, on va mettre des moyens d'évangélisation, de visibilité.
3, l'exemple vient du haut, puisqu'après cet exemple de bottom-up de la base et aussi la démonstration qu'on a fait que ça marchait, eh bien, le sujet maintenant est porté par le COMEX et par notre équipe. C'est souvent comme ça que ça marche. Hein. Je crois que le DG de BMS, pareil, il porte l'expérience client. On le voit souvent aussi sur des estrades. Alors là, on a la chance, on a une start-up, donc on a le DG. C'est quoi son rêve au DG du petit ballon? Mon rêve, moi j'en ai 2. Doubler de taille tous les ans. Alors, le premier, c'est que toutes les personnes qui sont dans cette salle sortent en se disant, en se ruant sur leur téléphone ou sur l'ordinateur pour s'abonner au petit ballon ou pour offrir un abonnement au petit ballon. Vous avez intérêt à le faire. Hein, ça, c'est facile, hein, il va se réaliser dans 2 minutes. Mon deuxième rêve, plus sérieusement, c'est en fait que les autres s'approprient mon expérience client, au sens où j'adorerais qu'un jour, je suis au restaurant et j'entends sur la table d'à côté, au moment où le serveur s'approche et que bien entendu, il demande comme toujours à monsieur qu'est-ce qu'il va choisir comme vin. D'abord que monsieur reconnaisse « Oh ben moi le vin j'adore ça mais j'y comprends rien » et que madame réponde « Vous auriez pas un rusé ?» Voilà. Voilà. Un rusé pour ce soir. Merci beaucoup à tous les trois, on les applaudit bien fort. Et avant, je vais vous donner mon rêve à moi aussi, avant de conclure, enfin en tous les cas avant de partir. Moi aussi j'ai un rêve, c'est que vous adhériez tous à la FRC, donc l'Association française de la relation client, qui a créé ce salon il y a 20 ans maintenant, près de 20 ans, je vois des anciens d'ailleurs dans la salle, qui ont, comme moi, passé leur temps dans les allées à vendre ça. Et je vais vous faire quelques petites annonces. Donc la FRC, c'est la principale communauté aujourd'hui des professionnels de la relation client. On a 3500 membres et Dieu sait si on organise des séminaires, des réunions, des rencontres et entre autres la semaine de la relation client qui se tient du 3 octobre au 8 octobre cette année. Donc venez concourir aux palmes de la relation client. Nous avons des lauréats qui sont sur scène. Venez aussi apporter vos contributions dans la FRC. On lance également un concours du meilleur conseiller client. Et donc les candidatures, si vous avez des salariés, si vous avez des collaborateurs que vous voulez mettre en avant, c'est du 2 mai au 17 juin. La FRC est partenaire du concours de ce meilleur conseiller client. C'est organisé par Randstad. Et si vous voulez plus d'informations, vous en avez à la sortie et sur le site afrc.org. Enfin, nous avons lancé aussi avec Capgemini Prosodie, nous avons lancé les battles de l'innovation pour récompenser les meilleurs projets, les meilleures idées de vos collaborateurs, de start-up, de tout un tas d'écosystèmes qui a envie aujourd'hui d'avoir des nouveaux projets pour améliorer la relation client. On a parlé d'améliorer la simplification des parcours, de co-créer des produits, des biens ou des services avec les clients. Si vos collaborateurs ont des idées, si des jeunes ont des idées, des étudiants, si des startups ont des idées, venez aussi concourir au Battle de l'innovation. On remettra les prix le 12 mai dans le laboratoire de Capgemini. Et là aussi, si vous voulez, allez sur le site afrc.org pour aller télécharger les dossiers. Et puis on lance beaucoup d'études. Et cette année, on lance une étude B2B, puisqu'on en a parlé un petit peu ce matin, avec Kurt Salmon. Donc si vous êtes intéressé pour collaborer aussi à cette étude et venir y répondre, venez sur le site afrc.org pour répondre à cette étude faite en collaboration avec Kurt Salmon. Merci à tous pour cette matinée, on a un petit peu débordé, mais en tous les cas, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous remercie d'applaudir encore nos 3 vedettes. Bonne journée, bon salon, à bientôt.